je suis Madame Swazik, enseignante en école de cinéma d'animation. Aujourd'hui, on commence l'année avec un format un peu différent d'habitude. On va faire une vidéo foire aux questions. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Généralement, je réponds directement à vos questions dans les commentaires des vidéos, mais comme on commence à être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, on est déjà plus de 2000 maintenant, merci beaucoup à tous, et qu'il y a aussi plusieurs questions qui commencent à se répéter, je me dis que ça serait plus intéressant de répondre directement en vidéo. Ça vous dit? Allez, c'est parti! On commence avec une question de Yuma qui écrit: Salut, j'avais une question. J'ai déménagé au Canada il y a un peu moins d'1 an et je vais passer en seconde. J'aimerais beaucoup travailler dans le domaine de l'art et j'ai comme objectif d'aller en STD2A, mais je ne suis pas en France. Auriez-vous une idée pour que je puisse aller dans cette filière sans être en France? Et j'ai également reçu ce type de questions concernant la Suisse et la Belgique. Alors, je connais pas toutes les écoles qui font STD2A dans le monde, mais a priori, ça risque quand même d'être difficile. Le Canada, la Belgique et la Suisse ont beau être des pays en partie francophones, ça reste quand même des pays étrangers qui ont leur propre système scolaire et leur propre diplôme. Donc le STD2A, c'est un programme français. Donc, soit vous cherchez s'il existe quelque chose d'équivalent dans le système scolaire du pays dans lequel vous êtes, soit vous cherchez du côté des lycées français en espérant tomber sur un qui propose une filière STD2A. Personnellement, j'en connais pas, et si vous-même vous n'en trouvez pas non plus pendant que vous faites vos recherches, c'est assez probable que ce soit parce que ça n'existe pas dans les pays étrangers. Déjà qu'en France, il n'y en a pas déjà partout, alors à l'étranger, je crains que ce soit pas toujours la priorité pour les lycées français d'ouvrir une filière STD2A. S'il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo et qui en connaissent, surtout n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça fera très plaisir à pas mal de monde. Attention, hein, là je parlais bien du lycée STD2A. Après, pour tout ce qui concerne les formations supérieures, c'est-à-dire après le bac, là il n'y a aucun souci bien sûr pour que vous alliez faire vos études à l'étranger, pour que vous postuliez à des écoles d'art à l'étranger. Et l'inverse est possible aussi. Si vous-même vous nous regardez depuis l'étranger, vous avez peut-être pas le baccalauréat du coup, puisque ça aussi c'est français, mais vous avez un équivalent du baccalauréat. Une fois que vous avez passé ça, vous pouvez aussi venir postuler à des écoles supérieures en France. Et dans certaines écoles, il y a même des classes internationales qui regroupent justement des étrangers d'un peu partout dans le monde et où là, du coup, les cours sont donnés en anglais, comme au Gobelin par exemple. À la suite de ça, Yuma m'a demandé s'il était possible de suivre un programme STD2A à distance. Et là encore, je crains que non. S'il y en a parmi vous qui connaissent des écoles qui proposent un lycée STD2A, un bac STD2A à distance, dites-le aussi dans les commentaires. Maintenant, personnellement, une formation STD2A à distance, ça me laisse un peu sceptique quand même. Qu'il y ait des formations complémentaires à distance, qu'il y ait des summer schools à distance, qu'il y ait des formes de stages à distance. Pourquoi pas? Ok, je comprends. Mais le STD2A, c'est vraiment quelque chose qui arrive trop tôt, en fait, dans le parcours artistique pour être fait à distance, selon moi. C'est vraiment une partie très fondamentale dans son apprentissage artistique. Fondamentale dans le sens où il s'agit vraiment de fondements, en fait, de votre apprentissage. Donc, déjà, pour moi, ça me semble un petit peu trop tôt d'être à distance quand il s'agit vraiment de mettre en place les fondements, les bases de tout le reste après de son travail. Et en plus de ça, il s'agit quand même vraiment d'un apprentissage très pratique, très technique. Et à distance, vous risquez de passer à côté de pas mal de choses. Typiquement, par exemple, la manière de tenir votre pinceau ou votre stylo, la manière de charger votre pinceau en eau, ou bien il y a trop d'eau, ou bien il n'y a pas assez d'eau, ou bien comment est-ce que vous utilisez vos brosses. Tout ça, l'enseignant, il a besoin de vous voir faire devant lui, en fait, pour constater si vous manipulez mal vos outils et vous corriger, vous dire ah bah attends, tiens, prends plutôt ton pinceau plus en bas ou bien plus en haut, redresse-toi, t'es trop près de ta feuille, tiens ton stylo comme ci, mets ton index comme ça. Voilà, c'est vraiment une manipulation des outils qu'il faut aussi apprendre, et ça, l'enseignant, s'il vous voit pas faire, il peut pas vous corriger là-dessus. Donc il pourra en effet vous corriger sur des résultats d'exercices que vous lui avez rendus, mais il pourra pas voir vraiment comment est-ce que vous avez fait vos trucs et potentiellement vous corriger pour que ce soit plus pratique, plus facile, plus efficace aussi dans votre manière d'utiliser les outils.
Donc c'est pour ça que moi je reste un petit peu sceptique à l'idée d'une formation STD2A à distance. Il y a aussi maintenant de plus en plus de personnes qui me demandent mon avis sur les écoles qu'elles visent, les écoles où elles souhaitent postuler justement pour suivre leurs études d'art. Alors merci beaucoup pour votre confiance et me demander en effet mon avis. Maintenant qu'on soit clair, je ne me permettrai jamais de donner mon avis sur une école que je ne connais pas de l'intérieur, c'est-à-dire une école où j'ai moi-même ou bien étudié ou bien enseigné. En fait, je considère que je connais vraiment bien uniquement que 4 écoles, les 2 écoles où j'ai étudié, c'est-à-dire l'école Estienne et l'école des Gobelins, toutes les 2 à Paris, et les 2 écoles où j'ai enseigné, l'atelier de Sèvres à Paris et l'école Pivot à Nantes. Il y a d'autres écoles que je connais parce que j'ai des potes qui y ont étudié ou qui y ont enseigné, ou parce que j'ai certains de mes anciens étudiants qui étudient aujourd'hui, mais ça n'empêche que j'ai quand même aucune expérience personnelle concrète avec ces écoles. Toutes les écoles dont j'ai parlé jusque-là dans mes vidéos sont des écoles valables, c'est-à-dire des écoles qui sont pas de vastes arnaques. Maintenant, je vais pas vous dire si vous devriez rentrer dans telle ou telle école. Je peux répondre à certaines questions, et puis surtout, je vous mets à disposition pas mal de liens vers des sites internet qui sont sûrs, où vous êtes sûr de pouvoir trouver les bonnes informations. Maintenant, ça reste quand même à vous d'investiguer pour sentir quelle est l'école qui vous conviendra le mieux. C'est pas que je veux vous cacher des choses, j'ai rien à cacher sur les écoles, mais ce serait juste hyper malhonnête de ma part de juger des écoles avec lesquelles j'ai aucun contact en vrai. Et puis il y a sûrement aussi des tas d'écoles que je connais pas du tout et qui sont elles aussi tout à fait valables. En plus de ça, moi je vous connais pas personnellement, j'ai aucune idée de votre niveau, j'ai aucune idée de votre univers artistique, j'ai aucune idée de votre personnalité, donc j'ai aucune autorité pour décider de qui doit étudier où. Le mieux, ça reste vraiment d'aller visiter les écoles pendant les journées portes ouvertes, qu'on appelle aussi les JPO. Là, vous pourrez voir à quoi ressemblent les salles, de quel type de matériel est-ce que l'école est équipée. Vous pourrez voir évidemment des travaux d'étudiants qui vont être exposés partout dans l'école. Il y aura des étudiants et des enseignants qui seront présents pour répondre à vos questions. Vous pouvez leur demander quel est à peu près leur emploi du temps type dans une semaine, combien de cours ils ont dans une semaine, quels sont les cours, quelle est la nature des cours. Vous pourrez leur demander quelle est la charge de travail, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire à la maison ou pas. Voilà, c'est vraiment le mieux pour vous donner un bon aperçu de l'école. On termine cette foire aux questions avec une question de Tovo qui écrit: Bonjour, merci pour cette petite vidéo très enrichissante. Merci Tovo. Je voudrais savoir quelle est la différence entre dessiner d'après photo et dessiner d'après le réel pour le dessin d'observation. Cela impacte-t-il donc le dessin ? Oui, ça impacte le dessin. Si ça faisait aucune différence de dessiner d'après photo ou de dessiner d'après le réel, je passerais pas mon temps à vous rabâcher l'importance du dessin d'après réel. Déjà par définition, quand on parle de dessin d'observation, il est implicite que l'on parle de dessin d'observation du réel. Le dessin d'après photo, ça s'appelle du dessin d'après photo. Donc si vous dites que vos dessins sont des dessins d'observation alors que vous les avez faits d'après photo, vous mentez, vous êtes en train de dire un mensonge. Dites plutôt dessin d'après photo ou encore étude d'après photo. Le dessin d'observation, c'est aussi ce qu'on appelle du dessin d'après réel, du dessin d'après nature, du dessin sur le motif, du dessin sur le vif. Toutes ces formulations sont synonymes et elles veulent toutes dire que ce n'est pas du dessin d'après photo. Bon, maintenant, quelles sont les différences entre le dessin d'observation et le dessin d'après photo ? La première différence, c'est qu'une photo, c'est déjà une retranscription en 2 dimensions d'un sujet en 3 dimensions. Quelle que soit la qualité de la photo, ça reste quand même une représentation du réel. Ce n'est pas le réel. Comme le disait le peintre René Magritte, ceci n'est pas une pipe. Ce qu'il veut dire là, c'est que c'est un tableau représentant une pipe, mais ce n'est pas une pipe. Et ben pour la photo, c'est pareil. La photo, c'est une représentation du réel, mais ce n'est pas le réel. Si vous êtes allé voir une exposition de photos de Robert Doisneau aux États-Unis, par exemple, vous direz « Ce week-end, j'ai été voir une exposition de photos de Robert Doisneau aux États-Unis ». Vous ne dites pas « Ce week-end, j'ai été à Palm Springs ». Quand on dessine d'après photo, quel que soit le temps que l'on passe à faire son dessin, la photo, elle va pas changer. Du coup, on a tendance à prendre un peu tout son temps pour s'appliquer, mais au final, ça va donner un dessin qui sera très figé et très laborieux.
On dessine, on gomme, on redessine, on regomme, on repasse une couche de peinture après une première couche de peinture, on repasse une troisième couche de peinture après une deuxième couche de peinture. Au bout d'un moment, on voit trop tous les efforts que vous avez fait pour faire votre dessin. C'est ça, laborieux. Laborieux, ça veut dire que on voit que ça a été long et difficile pour vous de faire votre dessin. Et ça, c'est moche. Alors que quand on dessine d'après le réel, forcément, on dessine plus vite. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la personne qu'on est en train de dessiner va se mettre à bouger, ou va peut-être carrément se lever et puis partir. Parce que si on est en train de dessiner une façade d'immeuble, une architecture, la lumière se met à changer, blablabla. Voilà, tout ce genre de truc fait qu'on dessine forcément plus vite. Et le fait de dessiner vite, ça oblige à faire des choix. Quels sont les éléments essentiels que vous allez choisir de dessiner pour représenter au mieux votre sujet, votre modèle, votre paysage, votre architecture, la scène que vous avez sous les yeux. Ça donne un dessin qui n'est pas exactement comme le réel, mais qui conserve toute la vitalité du moment. Et la troisième différence, qui est en fait liée aux deux premières, c'est la part sensorielle de vos dessins. Faire du dessin d'observation, c'est dessiner ce que l'on voit, mais aussi dessiner ce que l'on ressent. Il faut avoir chaud pour dessiner la chaleur. Il faut être inconfortable pour savoir dessiner le malaise ou la peur. Il faut entendre le chant des oiseaux et le bruit léger des petites brises dans les feuilles pour savoir dessiner le printemps. Un bon dessin d'observation, c'est pas seulement une représentation visuelle juste, c'est la capacité d'évoquer toute une scène et un ensemble d'éléments qui sont non visibles mais perceptibles. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement de montrer vos perceptions de la scène, du sujet que vous représentez. Un dessin d'observation, c'est un peu comme une prise de notes, comme un mémo que l'on s'écrit à soi-même. Ça pourra peut-être donner lieu à un travail plus abouti par la suite, comme une peinture, une illustration, un concept art, mais là il s'agit vraiment de prendre quelques notes à votre façon, de la même manière que vous aurez choisi quelques mots pour vous écrire un petit mémo. Je dis pas qu'il n'existe aucune circonstance dans laquelle un artiste peut travailler d'après photo. Je dis juste que un dessin d'observation, c'est par essence une façon de parler d'un dessin qui n'est pas fait d'après photo et qu'il est indispensable de faire du dessin d'observation, aka dessin du réel. Alors c'est sûr, ça fait un peu peur au début de dessiner dehors, surtout quand on débute. Y a souvent des gens autour, on a peur qu'ils viennent regarder ce qu'on fait, qu'ils jugent notre travail. Si on est en train de dessiner justement quelqu'un, on a peur de les gêner parce qu'on les regarde, ou bien on a peur qu'après ils viennent nous demander de voir le portrait qu'on a fait d'eux, et puis peut-être qu'ils soient déçus ou qu'ils soient vexés même du dessin qu'on a fait. Moi aussi au début j'étais mal à l'aise de dessiner dehors. Mais plus on en fait, et plus on en fait souvent, plus le sentiment de gêne passe vite. Puis dites-vous que c'est un exercice qui fait partie de votre apprentissage. Vous devez le faire. Ça vous donne un peu plus de courage déjà. Quant au regard des autres, ça, il va falloir s'y habituer, parce que si vous décidez d'être un artiste professionnel, ce sera littéralement votre métier que de montrer votre travail aux autres et de confronter votre travail aux critiques des autres, qu'elles soient positives ou négatives. Donc autant vous y confronter tout de suite à ça. Comme promis, j'ai donc une petite annonce à vous faire. Nous sommes encore au début de cette nouvelle année et si vous faites partie de ceux qui ont décidé d'apprendre à dessiner en 2023, sachez que j'ai écrit des livres pour apprendre à dessiner. Alors c'est pas nouveau, la première édition date en fait de 2017. À l'origine il s'agissait de 4 livres, chacun sur un thème en particulier, donc les personnages, les objets, les animaux et la nature. Puis il y a eu une première édition complète et voici donc la nouvelle édition complète. Le but est d'apprendre à dessiner en s'amusant, de se détendre, parce que parfois quand on commence à dessiner, on a tendance à se crisper un peu trop sur tout ce qui est règles académiques, et puis aussi d'avoir un aperçu de plusieurs styles graphiques. Il y a des dessins plutôt cartoon, et puis il y a des dessins un peu plus réalistes, semi-réalistes. C'est un livre qui s'adresse aux débutants de 7 à 77 ans. Pour être plus précise, je dirais quand même de 11 à 77 ans, parce que c'est pas non plus vraiment adapté aux jeunes enfants. C'est moi qui ai écrit tous les textes et qui ai fait tous les dessins, j'y ai mis tout mon cœur et mes petits conseils. Ça s'appelle Tout dessiner, simple, rapide, expressif. C'est édité chez Mango Édition et c'est en vente en librairie, à la Fnac, chez Cultura et bien sûr sur le site de Mango Édition. Je vous mets un lien en description si ça vous intéresse.
Je remercie d'avance tous ceux qui l'achèteront ou qui en parleront autour d'eux. En attendant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, voire à partager la vidéo si elle vous a été utile et n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager votre expérience dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!